Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais vous présenter mes collègues. Jérémy Godin du studio lyonnais Pocus Pocus, cofondateur du studio, et Benoît Revillot, superviseur de FX 3D, anciennement chez FX Studio. Quant à moi, je m'appelle Christophe Miquieré et je suis graphiste et je travaille en tant que consultant au niveau rendering pour la ferme de rendu Ranch Computing. Le sujet qu'on a souhaité aborder cette année avec vous, c'est comment on optimise nos scènes. Est-ce que ça a encore un sens d'optimiser les scènes? Pourquoi on va optimiser nos scènes? Et on verra donc à travers un exemple assez complet du studio Pocus Pocus et l'expérience de Benoît, ce qu'ils en pensent. On va commencer par dérouler les bandes démo, donc la bande démo du studio Pocus Pocus et la bande démo de Ranch Computing. Donc Ranch Computing, comme c'est une render farm, évidemment c'est pas un studio, c'est les rendus de tout, enfin qu'une partie de nos clients. Pour le studio, et en ce qui concerne les clients du ranch, quelques images.
les graphistes qui ont réalisé ces images. Pour commencer, j'aimerais vous présenter, vous montrer une petite photo. On va lancer la session sur l'optimisation. Voilà. Ça, c'est le premier ordinateur sur lequel j'ai travaillé en studio. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens ici. Alors, j'espère quand même que ça vous parle, c'est une bonne graphique. On est en 92, 1992, et sur cette machine, quand on a travaillé sur la conférence, j'ai repris un peu les specs, et le maximum de RAM sur cette machine, c'était 384 mégas, pas d'unité, 384 mégas de RAM. Donc évidemment, quand on avait si peu entre guillemets, de RAM, avec le système d'exploitation, le sauvetage, tout ça, l'optimisation, c'était pas une question, c'était une nécessité. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare quand je tourne dans les studios d'avoir des machines qui sont en dessous 8-16 gigas. Ça va être vraiment le minimum. Donc comment on aborde de nos jours l'optimisation? Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que ça a encore une valeur de passer du temps à se dire je vais limiter le nombre de polygones? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller plus vite dans la modélisation et de sous-traiter le reste à la machine? Donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet avec Jérémy et Benoît pour savoir eux quel est leur point de vue là-dessus. Donc Jérémy, déjà peut-être tu peux un peu plus nous parler de ton studio. Bonjour tout le monde, donc du coup je suis Jérémy Angonin, co-fondateur du studio Ocus Focus, créé en 2014 à Lyon avec mes deux associés Laurent Basset et Clovis Gay. On est un studio qui a une activité qui est répartie en trois, à savoir on a une partie principale qui est le partie image, donc, ce que vous avez pu voir en grande partie sur notre démo, donc qui consiste à travailler pour réaliser des clips de musique, des trailers de jeux, des fixes de temps en temps pour des projets de séries éventuellement, en travaillant avec des réalisateurs, des agences de communication, des boîtes de prod, ce genre de choses. À côté de ça, et vous avez pu voir aussi dans la démo, on a une partie vraiment de prestations purement techniques de rigging, où là on est amené à travailler avec d'autres studios et où on va développer pour eux des rigs custom pour Max en fonction des projets. La dernière partie qui est un petit peu différente, c'est le développement de scripts et d'outils pour 3ds Max qu'on met à disposition sur une boutique du nom de Kinematic Lab et où vous allez pouvoir retrouver un ensemble de panels d'outils qu'on essaie de développer pour améliorer le travail dans Max et apporter au maximum des outils qui n'existent pas encore ou qui fonctionnent peut-être pas très très bien dans Max. Par rapport à la question donc, du coup, sur l'optimisation, nous, de notre côté, on est un studio où on n'est pas nombreux, on est 3 en permanence et après on travaille avec des freelances en fonction des besoins. La première optimisation qui pour nous va être essentielle sur notre travail va vraiment être une optimisation un peu plus philosophique entre guillemets, à savoir essayer de trouver où placer le curseur vraiment correct au niveau de la demande de notre client, le temps qu'on a pour le faire, le budget et la qualité qui est, on va dire, atteignable en fonction de tous ces paramètres. C'est vraiment cette première question-là et qui, pour moi, est la première question qu'on doit normalement se poser quand on reçoit un brief ou quand on se lance dans un projet, que ce soit un projet, un court-métrage ou peu importe. Et c'est vraiment d'arriver à ça. Une fois qu'on répond à cette question, on va être amené après à trouver, à faire des choix techniques, visuels, scénaristiques, ce genre de choses, pour arriver justement à optimiser au mieux notre temps et du coup, que ce soit pour un studio de 3 personnes ou de 500 personnes, arriver à peu près à la même finalité, à savoir avoir le meilleur confort de travail possible et en ayant le meilleur rapport de temps possible pour
après, parler un peu plus sur des optimisations techniques, c'est à notre échelle, nous, ça va vraiment surtout concerner une optimisation d'organisation. Déjà, dans un premier temps, on a des stations de travail assez classiques et la façon dont on va répartir notre travail entre nous pour, au final, arriver à avoir la meilleure image possible. Bonjour, Benoît Rideau. Bonjour, Benoît Rideau. J'ai commencé à Ex Machina, un studio d'effets spéciaux français. J'avais exactement la même machine que Christophe, une Indigo 2 GI. Enfin, j'ai eu une Indy 1 qui était la bleue juste avant de couper en deux. Et évidemment, en fait, ces machines-là étaient peu puissantes, on était obligé d'optimiser. Il y a aussi les générations de moteurs de rendu qui ont évolué et qui, en fait, ce qui est assez étonnant de voir, c'est que suivant les générations de moteurs de rendu, on s'est mis à optimiser, mais pas les mêmes choses au même moment. Par exemple, les premiers moteurs de rendu, c'était plutôt des moteurs Skyline, qui avaient des particularités de pouvoir rendre beaucoup de polygones par rapport à d'autres types de moteurs. Mais c'était vraiment vital d'optimiser à cette époque. Et après, on va voir qu'on a eu des tactiques pour optimiser. Je pense qu'optimiser une scène, c'est pas forcément gagner du temps, c'est gagner du temps et du coup lui permettre de générer plus de fois les mêmes images et du coup d'itérer et de participer, d'avoir des discussions entre graphistes, superviseurs, réalisateurs pour pouvoir générer plus de pour pouvoir faire avancer le projet et avoir le plus de discussions possible. Je dirais que optimiser, ça permet aussi un deuxième avantage intéressant, c'est de pouvoir en faire plus finalement. Parce qu'on est malgré tout, même aujourd'hui où on a des ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants que les ordinateurs qui nous ont permis d'aller sur la Lune, et là, on a des scènes de plus en plus complexes. Et on veut toujours en mettre plus et en faire plus. Voilà. Okay. Merci. On va parler un peu d'un projet que tu nous as amené. Ok. Alors, quelques images sur ce projet. La station Indigo, vous avez vu avant. La station Indigo, vous avez vu, avant, son prix, là, quand j'ai fait les recherches, c'était donc en 92, suivant la RAM et le processeur, entre de 15 000 à 50 000 $. Donc on voit aussi comment tout cela a évolué pour permettre à des studios maintenant de s'équiper beaucoup moins cher. Donc la barrière à l'entrée pour faire la 3D est beaucoup niche. Alors, on va commencer par, tu veux la planche? Le logiciel aussi. Le logiciel. Maya, c'était 60 000 francs et 200 000 francs. D'ailleurs, ni Silicon, ni Softimage n'existeront, on est les derniers dinosaures. Voilà. Ok, donc du coup, pour illustrer un petit peu ce travail d'optimisation, j'ai choisi en fait de vous ramener le premier vraiment gros projet sur lequel on a travaillé à l'agence, donc il y a de ça maintenant 4 ans. Et pour que vous compreniez un petit peu le contexte et pourquoi j'ai choisi ce projet-là pour cette conférence, je vais vous expliquer le pitch d'abord. En gros, on venait donc de se lancer peut-être il y a 2 mois, 3 mois, donc on était à la recherche d'un projet pour essayer d'exister un petit peu plus, parce que bon, la concurrence est toujours un peu compliquée. En plus de ça, on est basé à Lyon, donc on est un peu caché en France par rapport à Paris.
Donc du coup, on a essayé de voir qu'est-ce qui était possible en fait pour nous, pour nous aider à nous mettre un peu plus en avant. Dans un même temps, on a des amis à nous qui nous ont contactés pour nous pitcher un projet, nous expliquer qu'en gros, ils venaient de remporter un concours pour la Warner et qu'ils venaient de remporter un pitch sur un clip de musique, sur de la musique électro. Et voilà, donc en gros, à partir de là, ils nous ont expliqué le pitch. Ils nous ont dit, bah voilà les gars, en gros, on a vendu un clip full 3D de 4 minutes 30 qui va se passer dans l'espace, où on aura un vaisseau tout doré qui va flotter et qui, à l'intérieur, aura une architecture baroque, assez chargée quand même. Dans ce vaisseau baroque tout doré, on va retrouver une cinquantaine de personnes qui vont faire une espèce de procession un peu chelou et qui, au bout d'un moment, va croiser un vaisseau tout en argent. Les deux vaisseaux vont s'assembler, les personnes à l'intérieur, les deux persos principaux vont aussi finir par s'accoupler, tout va fondre, va exploser et former le Big Bang. Voilà, donc ça c'était la base du pitch. Donc, dans un premier temps, on commence à regarder un peu nos potes avec des yeux un peu bizarres. Et histoire de rajouter un petit peu de fun au principe, on avait un petit peu moins de 7 semaines pour le faire. Et surtout, un budget qui nous permettait en gros de travailler à 4,5. Voilà, en gros, pour le contexte de base. Là, vous pouvez voir derrière le storyboard, donc le réal qui bosse dessus, donc Thomas Vernet, avait une idée à peu près précise de ce qu'il voulait. Donc, on voit que ça correspond à 94 vignettes. Et nous a donné plusieurs références, donc à savoir une ambiance un peu Eyes Wide Shut, sur le côté un peu les personnes qui se trémoussent un peu de partout. On avait pas mal de références baroques, tout ça. On avait un peu de références de matière, 2-3 idées, mais rien de plus. Voilà, c'était à peu près le truc. On avait la musique électro un peu foireuse par-dessus, et après on n'avait pas grand-chose à part ces quelques petits croquis qui, comme vous pouvez le voir, sont hyper précis et qui nous ont malgré tout aidé à poser une base sur le projet. Dans le contexte de l'époque, donc c'est-à-dire on est à la recherche de quelque chose d'assez gros pour pouvoir exister et pouvoir éventuellement obtenir d'autres projets après à côté, on n'a pas réfléchi très longtemps, on s'est dit ok, cool, on le fait, super, le pitch a l'air génial, on le fait. C'est pas comment, mais on va le faire. J'ai aussi choisi ce projet-là parce que du coup, c'est le premier projet sur lequel on a rendu nous avec le ranch. C'était à l'époque où on faisait ça un peu toutes les phares, mais au final, il s'est avéré qu'on a utilisé un plugin sur le projet qui était disponible que sur le ranch, et donc du coup, on s'est mis à travailler sur le ranch. Ça était plutôt bien à la conférence aussi. Et donc voilà, donc du coup, pour aborder ce projet, on a essayé de se mettre tous ensemble autour de la table, de se dire bon ok les gars, on est 4, on sait faire des choses. Comment on fait pour faire 94 plans full 3D en 42 jours, en gros, dans l'idée. Voilà, donc ça c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte du pitch. Si tu veux dire un mot, je crois. Oui, donc tu as dit que le plugin était développé sur le ranch. C'est vrai que moi j'ai connu le ranch il y a 12 ans, ça fait 12 ans que le ranch existe, donc au début. Et l'idée que je me faisais d'une ferme de rendu, c'est des personnes, ils ont acheté plein de machines, ils les ont mis dans un hangar, et puis ça tourne, voilà. Et une ferme de rendu, c'est pas ça en fait. Parce qu'une ferme de rendu, c'est d'abord du service. Parce que nous, quand on envoie nos images en tant que graphiste, en tant que studio, on veut derrière être sûr de les récupérer pour pouvoir livrer le client. Généralement, si on passe par une ferme de rendu, c'est qu'on a des délais un peu serrés, sinon on pourrait le faire chez nous. Et ce service chez Ranch, il passe par une quinzaine de personnes avec une partie développement, donc des développeurs qui sont chargés de développer des outils qui vont nous permettre, qu'on soit dans Maya, 3ds Max, Blender, Cinema 4D, de venir checker notre scène
pour valider, pour conformer notre selle aux prérequis sur le ranch. Donc on a un plugin qu'on connecte à notre modeler, il parse la selle, et s'il y a des soucis, il nous dit voilà, là il faut corriger ça, là attention, tu vas peut-être avoir un problème. Si tout est bon, il va créer une archive qu'on va pouvoir monter sur le ranch. Il peut arriver que certains grains de sable se produisent et viennent coincer la machine, même quand on a passé l'étape du ranch checker. Et là, c'est là où il y a une équipe de support aussi, donc des graphistes spécialisés sur Maya, 3ds Max, etc., qui vont pouvoir débugger nos scènes ou nous dire attention, là, on a un problème avec ta scène. Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour vérifier ce qui se passe et relancer le rendu pour être sûr de pouvoir avoir les images le lendemain. Toi, tu avais eu ce problème, je crois, et Rodolphe, donc, qui est le spécialiste 3ds Max, t'avait appelé dans la nuit, puisqu'il y avait une surveillance de la ferme. Il avait été averti qu'il y avait un souci et il avait checké la scène pour pouvoir la relancer dans la nuit. Il y a aussi un outil que j'aime bien, c'est le Ranch Sync. C'est, on va dire, un Dropbox. Et ça permet de venir récupérer, télécharger automatiquement nos frames lorsqu'elles sont rendues. Ça, c'est très pratique quand on envoie, par exemple, une animation. Et pendant la nuit, le matin, on arrive, toutes les frames sont redescendues sur notre machine, on peut attaquer le travail de compositing. Donc ça aussi, c'est un gain de temps. Voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. C'est avant tout du service. Il faut des machines, ça c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour dire on est une ferme de rang. Du coup, donc, j'ai fait un petit montage rapido, j'ai pris quelques plans que j'ai enchaînés par rapport au clip. Je vous ai épargné la musique effroyable et les 4 minutes 30 de clip. Du coup, juste pour avoir une idée du résultat final. Donc, je vais chanter par-dessus si vous voulez. Voilà, donc du coup, ça c'était pour illustrer un petit peu le résultat final. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant pour vous expliquer comment on a essayé de fonctionner pour respecter notre timing, sachant que c'était la Warner qui nous a imposé une date et qu'on n'avait pas une demi-minute en fait de rab sur le projet. Il devait balancer le clip à une certaine heure sur YouTube pour des plans stratégiques et tout ça. Donc on n'avait absolument pas de quoi rater une demi-journée ou quoi que ce soit en fait sur le truc. Donc en gros, c'était soit on se plantait complètement, on grillait absolument avec ces gens-là, ou soit on arrivait à sortir un truc qui fonctionne. Du coup, quand on a abordé le sujet, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a essayé d'isoler chaque zone de problème en fait pour nous sur le projet. Donc en gros, le projet, c'est d'abord, comme pour beaucoup de projets, on est parti avec les espèces de planches que je vous ai montrées comme référence pour nos concepts. Ça a été d'identifier d'abord le travail de modeling qu'on avait à faire, donc, qui était donc, un travail sur l'archi et après sur les persos. Puis après, d'identifier les vrais problèmes, à savoir comment gérer ce shader doré dans un projet, et aussi comment faire fondre tout ce bordel sans cramer nos machines et pour arriver à les rendre au moins dans un temps raisonnable, vu que on avait plus ou moins 15 jours pour rendre et faire le compo des 94 plans. Donc là, dans un premier temps, je vais parler de l'archi. Donc là, j'ai réouvert ma selle il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, j'ai essayé de faire des captures du truc rapidement pour vous montrer. Donc là, on voit l'intérieur du vaisseau avec plus ou moins comment on a découpé
l'architecture. L'idée, c'est que dans tout ce projet, notre objectif, c'était d'être les plus gros escrocs possible pour gagner un maximum de temps sur un corps de métier, entre guillemets, et que ça nous coûte le moins possible en ressources. Dans 3ds Max, sur la modée, généralement, ce qui va coûter cher, c'est d'avoir beaucoup d'objets uniques. On peut avoir plein d'instances de plein de choses, on ne va jamais vraiment consommer trop de RAM. Du moment qu'on se retrouve avec beaucoup d'objets uniques, ça fait beaucoup de choses à charger, c'est beaucoup de bordel, c'est beaucoup de choses à gérer, c'est beaucoup de temps de travail aussi. Et donc du coup, la première des choses qu'on a cherché à faire, ça a été de limiter les objets uniques. Pour ça, donc, comme je vous ai expliqué, sur le pitch, le réal nous a demandé une architecture plus ou moins baroque. Donc on est parti du principe un peu dans une espèce de space cathédrale, donc il y avait beaucoup de trucs qui se répètent. Et donc en gros, on a essayé d'identifier, on a limité par zone les objets. Et donc par exemple, là sur la planche que vous voyez là, en gros, vous pouvez voir les éléments tels qu'on les a faits. C'est-à-dire que ça compose toute la partie latérale du vaisseau. Donc là, j'en ai isolé qu'un bout, mais du coup, vous pouvez voir qu'en gros, chaque partie est une zone répétée qu'on retrouve un petit peu après. Ce qui fait que, du coup, on se retrouve avec seulement 7 éléments qui composent déjà la moitié du côté du vaisseau. Et vu qu'après, tout le reste est répété en instance, en gros, c'est comme si on avait uniquement ces éléments-là dans notre scène. Donc, d'un point de vue déjà de l'optimisation, plutôt que d'avoir un vaisseau énormissime avec une quantité astronomique de polygones, on a déjà quelque chose de beaucoup plus simple. Et en termes de temps de travail, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace parce que ça se modélise en une demi-journée, une journée. Refaire l'intégralité d'un vaisseau, enfin du moins sur les côtés, avec des choses uniques de chaque côté, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. On va partir peut-être sur plus une semaine qu'une journée. Donc voilà, donc l'idée pour nous, ça a été d'identifier en fait ce genre de choses. Il y a une autre vue, il me semble, un petit peu plus ici. Voilà, donc du coup, ça a été un petit peu pareil, mais là, par rapport au fond du vaisseau, où on se retrouve avec le trône, c'est un peu moins évident parce que là, on voit beaucoup plus de choses uniques qui étaient nécessaires au clip, mais par exemple, on n'a que 3 colonnes différentes, on n'a qu'un seul fond, en fait, qui est répété un petit peu partout. Les espèces de petits carrés, là, comme ça, il n'y en a qu'un seul, en fait, qui est après répété partout. Ce qui fait que, pour tous ces éléments-là, on a toujours pareil, en fait, on limite le travail. Pareil, les petites colonnes, c'est les grosses colonnes, mais qui sont réduites. Et après, on a juste un travail sur vraiment des objets uniques spécifiques. Donc, le trône, par exemple, on voit le lustre parce qu'on le voit en gros plan, et de l'autre côté de la cam, on a l'espèce de porte monumentale qu'on a vu un petit peu avant. Pour ces gros objets-là, qui au final, eux, ne pouvaient pas être optimisés, entre guillemets, comme nous on l'entendait, on a utilisé donc du coup un modèle high-def et une version low-def aussi, et après utilisé dans la scène avec des XREF pour avoir une scène qui est aussi utilisée en termes d'affichage, étant donné qu'après on allait avoir 50 personnages à l'intérieur qui allaient se trimballer. Donc voilà, donc ça c'est le premier travail qu'on a fait au niveau de l'archi. Ça a été validé assez vite. Ils n'avaient pas le choix. Au niveau de la validation, on a fait un travail de body assez rapide. Dès qu'on avait quelque chose, on leur balançait. Étant donné que nous, on travaillait, on était au studio de 9h à 2h du mat à peu près, ils avaient l'obligation d'être disponibles de 9h à 2h du mat. Voilà. Du coup là, les objets sont en instance dans la scène. Ouais. Toujours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une instance, du coup, ça prend pas la mémoire, ça prend qu'une fois la mémoire, et il n'y a que la valeur de transform qui est répétée et qui impacte la mémoire. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, quand on fait une forêt ou finalement, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a que les n représentations géométriques, et tout le reste c'est juste un déplacement dans l'espace, et ça rappelle toujours la même chose. Après, donc du coup, on a pu poser donc notre architecture assez rapidement, puisque en gros, en
quasiment à peu près une semaine grand max, on avait notre environnement qui était posé, validé, qu'on ne retouchait plus, qui partait directement sur les personnes qui s'occupaient des EFIC, donc Emilio Assou, qui a passé lui ces 6 semaines à essayer de trouver un moyen de faire fondre tout ça sans faire fondre la farm. En gros, dans l'idée. Après, donc du coup, au niveau du modeling, pareil sur les personnages, on est parti, on s'est pas trop fait chier parce que pareil, on est parti du principe qu'il y avait donc les espèces de disciples qui dansaient et pour Réal, on pouvait avoir le même, c'était pas trop un souci. Donc c'est le personnage qu'on voit à gauche. Et après, on avait nos 2 autres persos spécifiques. Donc en gros, dans notre scène, on se retrouvait avec uniquement 3 personnages. Le reste des personnages, donc du coup, la foule était en fait uniquement le même personnage qui était donc dupliqué en instance. Et on a la chance au studio d'avoir Clovis qui développe des outils formidables pour ce genre de choses, où en gros, on faisait des points cache de nos animations et chaque point cache était distribué de façon plus ou moins aléatoire en fonction des images sur chaque personnage, de sorte à ce que chacun ait un mouvement plus ou moins décalé ou plus ou moins différent pour donner cette sensation en fait, de foule et que pas tout le monde se retrouve à bouger un peu de la même façon. En gros, pour ça on a capturé plus ou moins une vingtaine d'animes. Là, j'en ai pris une petite sélection, ouais, c'est ça. Voilà. Donc on a fait plus ou moins une vingtaine d'animes. Vous pouvez voir, c'est des boucles. Donc il y a des choses qui sont très simples parce que la demande du réel c'était sur des choses vraiment très instrumentes, etc. Et après on a fait plusieurs autres animes qui elles étaient un peu plus spécifiques en fonction des besoins du clip. Une fois de plus par rapport à un besoin d'optimisation, on n'avait pas le temps d'avoir des animateurs qui travaillent pour nous et surtout on n'avait pas de budget pour ça. On a pu faire intervenir quelqu'un que quelques jours sur certains plans spécifiques parce qu'on n'est pas des animateurs, nous en tout cas à l'agence. Et donc du coup, on est parti sur de la mocap en fait avec Kinect. Donc en gros, tout ce que vous voyez, c'est moi en train de danser ou en train de bouger, capturé à la Kinect, importé après dans un logiciel pour pouvoir cleaner plus ou moins un peu les captures et cleaner pour être transformé après en point cache pour les distribuer dans Max. Ce qui fait que du coup, on s'affranchit quasiment complètement du poste d'animation aussi, et ce qui nous a fait gagner un temps malade par rapport à ça. Après, il y a le shading. Le matériau en lui-même n'a pas l'air bien compliqué, mais je pense que le problème, c'est d'être dans un environnement fermé, pour éclairer le métal. Voilà, du coup, quand on continue après sur notre démarche de réflexion, on s'est retrouvé face à un problème magnifique qui est le fait que ça soit tout doré. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec un shader doré. L'or, c'est quelque chose d'assez particulier, étant donné que déjà tout le monde a une représentation plus ou moins différente de l'or. Certains vont le voir très jaune, d'autres très orange. Certains vont avoir besoin de retrouver des zones très sombres. Et d'autres vont avoir une espèce d'image un peu fluo, bizarre. Là, on peut voir, par exemple, on a fait une espèce de planche rapide pour essayer d'arriver à trouver avec le réal la bonne teinte, enfin du moins ce qui lui plaisait, en prenant un des plans du clip. On s'est très vite rendu compte que donc du coup au niveau de la teinte déjà il fallait qu'on arrive à tomber sur quelque chose qui plaisait au réal et donc du coup on avait ce premier travail déjà pour arriver à tomber plus ou moins sur mon shader. La vraie difficulté d'un shader doré, c'est la gestion de la lumière. Parce qu'en gros, comme tout shader métallique, en fonction de la lumière, il va réagir de façon plus ou moins différente. Et en plus de ça, en fonction de ce qu'il va réfléchir, il va renvoyer quelque chose de différent. On a d'abord fait des premiers tests où on essayait avec un éclairage, un lighting assez spécifique par plan, tout ça, mais on s'est rendu compte que sur 94 plans, même avec toute la bonne volonté du monde, le timing était impossible pour gérer ça, et surtout les temps de rendu explosaient, on s'en trouvait à 3 heures, 3h30 par image, ce qui était impensable dans le timing qu'on avait. Et du coup, on a opté pour une solution assez simple et assez bête au final, c'est qu'on a intégré en fait une map d'HDR directement dans le shader. C'est-à-dire que donc, du coup, le shader était directement éclairé par une map d'HDR, ce qui fait que qu'importe le plan, qu'importe le sens de la caméra, on se retrouvait toujours avec le même shader validé et qui fonctionnait.
Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'on s'affranchissait du poste de lighting, à part pour quelques plans. Et par-dessus ça, on divisait par presque 4 nos temps rendus. Donc voilà, donc, du coup on a un truc assez simple, on a quelques des fois points avec des shaders un peu spécifiques comme le sol ou tout ça, mais pour gagner du temps une fois de plus et continuer dans notre démarche un peu d'escroquerie et de notre course contre la montre, on a pris cette solution en fait et donc au final, si je dis pas de bêtises, dans tout le clip, il n'y a que 4 shaders. Voilà. Question. Est-ce que vous avez blurré cet ADR pour vous faciliter le rendu de l'or qui est finalement des réflexions blurrées, ou est-ce que le réseau de shader avait été déjà avait des réflexions blurées? Comment ça? On s'est retrouvé avec le souci justement du blur sur les plans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 2 maps. On avait une pour les gros plans où on avait besoin que le shader soit un peu plus précis. Donc du coup, on avait une map blurrée pour tricher ce côté glossy en fait et pas se retrouver avec des espèces de trucs brillants ignobles. Et au final, en fonction des besoins, on jonglait entre soit une map blurée, soit une map après, oui, c'est fixe alors. Et donc du coup, une fois qu'on avait tout ça, donc en gros on avait fait 90% du taf à peu près, il nous restait la partie la plus fun, donc celle qui a duré l'intégralité du projet, donc à savoir arriver à faire fondre tout cet environnement, tout ce bordel. Et ça a été quelque chose d'assez complexe étant donné que vu qu'on passait par une farm, donc, et qu'on était à la bourre, bizarrement, on a essayé de trouver la solution qui nécessitait qu'on utilise le moins d'outils possible, de plugins externes possibles pour arriver à gérer tout ça. On est dans Max, forcément, il nous en a fallu un petit peu pour arriver à avoir quelque chose qui fonctionne. Et au final, donc là-dessus, on est sur une base en fait de particules flow mélangées avec du Krakatoa, avec du Stokes, qui finit donc du Xmesh, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est des plugs qui vous parlent ou pas, c'est des trucs qui sont développés par Synbox et qui vont permettre en fait d'avoir l'avantage de gérer un bon gros paquet de particules et de pouvoir gérer le timing aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une certaine simu et une fois qu'on a tout balancé dans Xmesh, donc qui crée une sorte de cache, on va pouvoir après gérer plus ou moins les timings et pouvoir shader correctement nos éléments. C'est ce plugin-là du coup qui nous a manqué à la base quand on a travaillé sur les farms, on a testé plusieurs avant d'arriver sur le ranch. Et donc le ranch proposait justement Xmesh et il nous a sauvé un peu la vie parce que donc, du coup sinon on se retrouvait pas très bien. Vu qu'on n'avait absolument rien pour rendre nos scènes. Et pour reprendre l'anecdote dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce plan-là, celui-là, qui était juste avant, je le propose après, où en gros, on voit en haut le nombre de polygones en fait, qui apparaissent petit à petit. Là, si on fait une pause, on est sur 81 millions de polygones. En gros, moi, je me suis retrouvé à balancer cette scène-là, et on voyait donc un cache de 90 gigas, si je dis pas de bêtises, et donc j'envoie ça. J'attends mon rendu, je regarde sur le range, tout ça, et puis au bout d'un moment, je reçois un coup de fil où j'explique en fait que j'ai fait planter la farm, tout simplement. Et donc du coup, il faut que j'arrête de faire ce genre de choses. Et du coup, on a essayé de voir ensemble comment il était possible de gérer les rendus, parce qu'au final, ça ne m'arrangeait pas trop. Et du coup, Rodolphe, qui s'occupe du SAV du ranch, a développé un script dans la nuit pour pouvoir me permettre de lancer mon cache et finalement récupérer mes images le lendemain matin, le temps des 3 heures de sommeil. Ok. Merci. Merci pour ton retour sur ce projet. Benoît, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'optimisation? Tu optimises encore. Qu'est-ce que tu optimises? En fait, tout simplement, quand on voit les films des très très gros studios, il y a beaucoup de fois où on se demande comment c'est possible. Et finalement, parce que
Et finalement, on se dit qu'il y a deux choses. C'est que c'est obligatoire qu'ils optimisent en partie pour pouvoir faire plus que nous. Donc, enfin, les petits studios ou les indépendants. Donc évidemment, en optimisant, on arrive à mettre plus de choses dans une scène. Et il y a une autre valeur qui est importante dans l'optimisation, je pense aussi, c'est l'organisation finalement. Jérémy l'a dit de la trêve. L'organisation, évidemment, ça permet de passer de département en département, de faire une partie d'optimisation par des phases de clean et de pouvoir en faire plus et d'avoir une image qui est de plus en plus belle et de plus en plus grosse. Donc c'est plus dans le pipe de... Aussi, c'est beaucoup dans le pipe. Après, par exemple, on optimise à tous les niveaux de la fabrication, que ce soit le modeling. Le modeling, s'il est vu de loin ou de près, ben, on ne va pas avoir le même détail. Après, c'est aussi dans les textures. Dans les textures, on fait des maps en puissance de 2, des maps carrées qui permettent de rentrer dans des blocs mémoire parfaits. Et finalement, une texture toute petite va consommer plus de mémoire, par exemple. De créer des textures qui sont encodées pour le moteur aussi, ça c'est important. Je rappelle qu'il n'y a pas de moteur meilleur qu'un autre. Après, il y a des moteurs plus ou moins longs. Et là, souvent, la différence entre un moteur lent, c'est le temps de travail qui est moindre. Et donc, c'est un équilibre entre le temps de travail et vitesse d'un moteur, mais il n'y a pas de mauvais moteur, il n'y a pas de mauvaises armes pour un infographiste. Par contre, il y a bien connaître son moteur et bien optimiser pour son moteur. Donc, par exemple, les maps, on peut mettre au format d'un moteur. Souvent, elles peuvent être pyramidales ou tailables, ce qui permet de ne pas appuyer toutes les étiquettes d'une image. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi créer des géométries au format du moteur. Par exemple, en fait, tous les logiciels transforment la géométrie ou les textures ou le shading pour le format du moteur. Donc cette phase d'export, par exemple avec Wonderman c'était Derive, avec DRS c'est Proxy, avec Maxwell c'est Mixed, avec Arnold c'est .as. Tout ça, si vous le faites et si vous avez cette hygiène de travail, ça va optimiser la scène va aller plus vite et surtout vous allez avoir un confort qui va être plus grand et vous allez pouvoir itérer plus. Et du coup, de faire de plus belles images, je pense, je sais pas, les fluides, n'importe quoi, je pense. Merci. On arrive à la fin de cette présentation. On a vu que, en fait, l'optimisation, ça se pense dès le début. Un des défauts qu'on a peut-être quand on est infographiste, c'est qu'on a un beau projet, on est plein de patients, on se jette sur la bécane et on part. Mais il faut bien découper son projet avant, arriver à voir les points bloquants qui vont poser problème. Depuis que tu as rendu ce projet, donc chez Ranch, il y a eu des nouvelles machines. Il y a à peu près 1 million de cœurs pour le GPU et 20 000 cœurs CPU. Les machines aussi ont plus de RAM, donc je pense que tu n'aurais plus ce problème maintenant. Mais tu ferais plus. Si tu ne ferais plus, peut-être tu prendras plus le job. Alors déjà, je le prendrai plus, c'est sûr. Et puis, je le ferai différemment. Voilà. Mais donc, l'optimisation, pensez-y dès le début pour pouvoir vous permettre, avec un même budget, de faire plus d'allers-retours avec les clients ou le réalisateur et augmenter la qualité de vos projets et vous permettre après d'avoir des projets encore plus beaux avec encore de plus gros budgets. C'est surtout tout ça qui est important, je pense, à retenir à propos de cette présentation. Est-ce que vous auriez des questions avant qu'on finisse? Oui. Quel était le script magique qui a résolu le problème des particules? En somme, il est en vente. En fait, c'est juste un script en fait, pour déployer sur Orange, ce n'est pas un script de Max.
C'est quand on a eu un souci en fait sur l'envoi, ce qui s'est passé, c'est que si je dis pas de bêtises, en gros les 70 gigas passaient en fait sur chaque machine en même temps, et donc du coup ça a fait une sorte de gros nœud pour arriver à faire passer tout ça, et du coup c'est ça en fait qui posait souci. Sur le clip après en lui-même, sur les particules, c'était vraiment l'utilisation de Xmesh qui nous a permis en fait de changer le poids de notre travail. Je crois qu'il y avait une question. C'était le budget. C'était le budget pour 4 minutes 30. Le vrai ou celui qu'il faudrait? Non, le vrai. Enfin, celui que vous avez eu et celui qu'il faudrait. Celui-là, on était en 30 000 euros. 30 000. Alors, il faudrait combien? Un zéro de plus? 15 Non, un zéro de plus. Sûrement. Ah oui. Pour le faire vraiment avec un confort correct et un travail un petit peu plus précis et divisé par 5 avec le budget qu'il y a fait. J'aurais pu. Une question là également. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas utilisé de lighting pour ce projet? Non. Non. Non, c'était dans De map AGR. Ok. Dans le shader. Vous avez utilisé quelque chose de... Vert. Bon. Merci.